Elle n'est guère plus longue que 7 pâtés de maison, mais c'est probablement sur Terre la rue la plus importante. Wall Street, où la santé du monde oscille entre espoir, ambition et prise de risque. C'est l'histoire de ces hommes qui ont bâti la bourse américaine et ses rouages les plus complexes. Des premiers jours du télégraphe à l'ère Internet, le marché boursier a toujours été un chef-d'œuvre de technologie et d'organisation. Certains l'ont utilisé pour devenir les hommes les plus puissants des États-Unis. Leurs exploits ont alimenté la plus grande expansion économique jamais connue. Sur d'autres, au contraire, soufflera le vent de la ruine, le plongeon de leurs actions les précipitant dans la pauvreté la plus absolue. La bourse, c'est le pire et le meilleur de l'Amérique. Un véritable tremplin pour les patriotes, une cible pour les terroristes. La bourse a été le théâtre des batailles les plus sanglantes dans l'histoire financière de l'Amérique. Chaque jour, plus d'1 milliard d'actions changent de main sur les principales places boursières américaines. Environ 90 millions de dollars changent de main toutes les minutes. Et chaque courtier se bat pour défendre les intérêts de ses clients dans le monde feutré de la haute finance. C'est vraiment un lieu unique, un endroit où les gens se connaissent depuis de nombreuses années et se voient tous les jours pour défendre les intérêts des clients qu'ils ne verront jamais. La bourse, c'est 2 marchés en un seul. D'une part, un endroit où une nouvelle société peut lever du jour au lendemain des millions de dollars en offrant à des centaines de petits porteurs une part de propriété. Ces parts que l'on appelle des actions. Et d'autre part, c'est le lieu où les gens peuvent vendre les actions qu'ils possèdent à d'autres gens quand ils le souhaitent. Aujourd'hui, vous pouvez être dans le monde du transport aérien sans y être. Vous pouvez demain entrer dans la construction automobile. Et cette facilité d'entrer, de sortir, de toucher l'argent de votre investissement en actions, tout cela crée un gigantesque marché par rapport à l'investissement initial. Les gens seront d'autant plus enclins à investir leur argent s'ils savent que dans un futur proche, ils pourront revendre et investir sur de meilleures valeurs. Aujourd'hui, 40% des familles américaines détiennent des actions de sociétés américaines, soit directement, soit par le biais de fonds de pension ou de fonds mutualisés. Et du fait de cette valorisation, les détenteurs connaissent en permanence la valeur de leurs actifs. Ce n'est pas faux de dire que la bourse est un véritable marché d'information. En effet, si le marché utilise une information externe pour évaluer les sociétés concernées, l'échange d'actions proprement dit crée lui-même une nouvelle information, en attribuant un prix à des choses que chacun d'entre nous pouvons connaître. Le marché actuel est strictement régulé et parfaitement au point. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il y a plusieurs centaines d'années, la bourse était un véritable chaos. C'est en Grèce que l'on trouve les premières traces de ce type d'investissement. Les capitaines de vaisseaux offraient une part de leurs profits à ceux qui étaient susceptibles de financer leurs expéditions. Mais c'était du tout ou rien. Une expédition pouvait revenir couverte de richesses ou disparaître à jamais. Les Romains vendaient des parts de projets de construction qui dépassaient les possibilités du meilleur homme d'affaires. Les actionnaires faisaient quelques profits en spéculant sur des sociétés de construction de voies romaines ou d'aqueducs. Un pas supplémentaire a été franchi au XVIe siècle aux Pays-Bas, siège de la Compagnie des Indes. Comme les marins grecs bien avant eux, les Hollandais avaient besoin de lever des capitaux pour leurs opérations de commerce international, à ceci près que les acheteurs achetaient un droit sur la société et non un simple voyage. Cela devait entraîner une véritable spéculation, chacun pouvant vendre ses actions à tout moment. Et sur la foi de rumeurs plus ou moins fondées,
les prix variaient à la hausse comme la baisse, semant la panique. Les premiers à perdre de l'argent furent les nobles, pas les marchands, qui eux avaient les moyens de spéculer. Ainsi, en cas de survenance d'un krach, le marché se régulait de lui-même. Il y avait tellement de joueurs que les gens ne récoltaient que ce qu'ils avaient semé. Au XVIIe siècle, la réputation des courtiers était devenue exécrable. À Paris, un escroc de haut vol, John Law, réussit à gruger son public en vendant des actions de mines d'or fictives. À Londres, des intermédiaires financiers roulèrent des investisseurs dans la farine à coups de recettes secrètes, permettant soi-disant de transformer des poulets en moutons. Ces actions flambèrent jusqu'à ce que la raison l'emporte enfin. Avec le temps, les actions prenaient de la valeur. Si une personne se posait la question « Comment est-il possible que ces actions valent 5 000 livres ?» et concluait que c'était ridicule, qu'il décide de les vendre, et qu'une autre personne fasse le même raisonnement, la valeur de l'action chutait à 4 000 livres. Et alors, la panique s'emparait du marché et tout s'écroulait. En dépit de ces courtiers indélicats, le marché boursier a renforcé le pouvoir de l'Europe dans l'économie mondiale. Phénomène qui s'est étendu par la suite à l'Amérique. Wall Street tient son nom de l'époque où New York était un comptoir colonial lointain. En 1653, les Pilgrims avaient bâti un mur pour se protéger des Indiens. Un siècle plus tard, le mur avait disparu et le lieu était le cœur de l'activité de New York. On y trouvait même un marché aux esclaves et un pilori. En 1798, George Washington en fut le premier président. C'était également l'endroit où des marchands se réunissaient sous un platane pour enchérir sur diverses actions. Ce marché de plein air durera jusqu'en 1792, date à laquelle 24 marchands signeront un accord connu sous le vocable de Boontod Agreement. Cet accord permit d'éviter au gouvernement de réguler le marché par une loi, et surtout, il ferma la porte aux nouveaux venus. Et un groupe d'enchérisseurs, le plus puissant, décida que pour éviter la dispersion du marché entre d'autres mains, il fallait fonder sur l'heure, dans la taverne du coin de la rue, une organisation qu'ils ont nommée le New York Stock Exchange Board. Les courtiers se réunissaient alors au Tontine Coffee House pour 2 séances de cotation quotidiennes. Le public n'y était pas admis, et si vous vouliez acheter ou vendre, il fallait vous adjoindre les services d'un courtier. Ceci a eu pour effet de restreindre l'information à l'égard du grand public. Auparavant, tout se savait dans ce cadre restreint. Ce fut exactement l'inverse. Ces sessions où les cotations avaient lieu autour d'un enchérisseur principal permirent une régulation du marché et ainsi d'éviter les fraudes et les abus. Seules les sociétés ayant pignon sur rue étaient cotées et toutes les ventes étaient enregistrées. Ces procédures donnèrent une forme de respectabilité au marché. D'un coup, tout avait changé, du simple commerce au clou dans la rue au rassemblement d'une confrérie de gens qui se connaissent et qui travaillent ensemble. Nous étions passés du petit commerce à l'établissement d'une véritable profession. Durant ces cotations, les prix étaient exprimés en échelle de 1/8 de dollar. Une survivance de l'époque où l'on divisait le pilar dollar espagnol. Seules 30 sociétés étaient cotées sur le marché, essentiellement des banques, compagnies d'assurance maritime, sociétés de construction de ports et de ponts. Mais seule une poignée d'investisseurs intrépides osaient les acheter. Beaucoup étaient effrayés par la bourse, parce que si une société faisait faillite, les actionnaires risquaient de tout perdre. Donc le marché était entre les mains de spéculateurs invétérés ou de gens qui tentaient de prendre le contrôle de ces sociétés.
Le souci de respectabilité de Wall Street fut de courte durée. Avec le temps, la cotation de sociétés moins respectables reprit dans la rue aux mains de ces intermédiaires qui n'étaient pas admis à Wall Street. Là, les disputes se réglaient souvent à coups de poing. Mais les grands changements étaient en gestation. La formidable ruée vers l'ouest allait être l'étincelle de l'explosion de l'activité. Et la technologie allait servir d'accélérateur aux rêves de conquête de chacun. Les 100 premières années allaient apporter des bouleversements drastiques, de l'Amérique des fermiers aux plus grands des géants industriels. Et au cœur de cette transformation, Wall Street allait devenir la reine des taureaux et des ours. De nombreuses légendes sont à l'origine de ces deux noms. La plus dramatique trouve son origine dans un combat entre un taureau et un grizzly d'une bonne centaine de livres dans une arène de l'Ouest sauvage. L'ours voulant se faire respecter en essayant de briser le cou du taureau et ce dernier essayant par tous les moyens d'immobiliser l'ours entre ses cornes. À Wall Street, les taureaux sont les haussiers et les ours sont baissiers. Et beaucoup jouent la baisse du marché pour circonvenir les autres investisseurs. À cette époque, il y avait à Wall Street une véritable face cachée. Pas de place pour les amateurs. Le gouvernement fédéral n'y intervenait pas. Pas davantage que le gouvernement de l'État. C'était la jungle. Chez les haussiers, on trouvait quelques personnages hauts en couleur, comme Eddie Green, dont l'apparence sévère et le caractère pingre lui valurent le nom de sorcière de Wall Street. Green devint la femme la plus riche du monde en investissant dans le chemin de fer. De toute l'histoire de l'Amérique, le chemin de fer fut de loin le projet le plus ambitieux en termes d'ingénierie industrielle. Les actions des sociétés de chemin de fer alimentèrent Wall Street jusqu'à la frénésie. Tant que les sociétés de chemin de fer restaient à l'échelle familiale, la boîte de papa-maman, pas besoin de capitaux. Mais l'explosion de la demande allait entraîner un besoin de capitaux gigantesque. Et dès ce moment, la bourse allait devenir un acteur essentiel pour lever ces capitaux. Ces investissements perspicaces dans le chemin de fer allaient faire de Eddie Green une multimillionnaire en dollars, l'équivalent de 2 milliards de dollars actuels. Ses conseils étaient d'une grande simplicité. Pas de secret particulier pour faire fortune. Une seule chose à faire, acheter bas et vendre cher. Agir avec économie, sagacité et constance. Pour faire face à l'explosion du marché, le New York Stock Exchange dut déménager à plusieurs reprises pour aboutir en 1865 au coin de Wall et Broad. Pour créer une atmosphère de travail agréable, un système de ventilation qui diffusait un air parfumé avait même été installé. Et pour protéger les certificats papier représentant les actions, on utilisait des centaines de caves voûtées. En 1870, le vieux système fut abandonné au profit d'une libre cotation. Les courtiers arpentaient le plancher toute la journée pour nouer ou dénouer leur position, et au milieu de cette foule maraudaient ceux que l'on surnommait les baissiers de Wall Street, totalement sans scrupules. À cette époque en particulier, le marché des actions était le royaume des porte-flingues, les rois de la dépouille, les barons de l'escroquerie et du vol. Ils étaient là dans leur jardin, manipulant les cours à coups de ruse, de rumeurs qu'ils répandaient.
L'un des plus fameux était un ancien remisier qui fut certainement le plus détesté du marché. Jerry Gould était l'un de ses plus fameux spéculateurs, surnommé le Méphistophélès de Wall Street, car il était toujours à la recherche du meilleur, sans pour autant attacher vraiment d'importance au sort des sociétés. C'est du moins ce que les gens disaient. Je pense personnellement qu'il cherchait aussi à créer des plus-values, mais c'était d'abord et avant tout un manipulateur. Gould gagna ses galons à Wall Street en développant la vente à découvert, une technique pour gagner de l'argent à la baisse en persuadant des investisseurs occasionnels de lui louer leurs actions contre un taux d'intérêt modeste. Il vendait ces dernières tout en répandant de fausses rumeurs dans son propre journal, pour mieux les racheter à un cours encore plus bas, avant de les restituer à leurs propriétaires. Il empochait alors la différence, et peu importe si l'entreprise se trouvait ruinée du fait de ses manœuvres. Haussiers et baissiers firent de Wall Street une place de marché très turbulente. La rue elle-même restait le siège des courtiers à la sauvette, qui continuaient à vendre les actions de plus petites sociétés. Tout cela allait s'arrêter dans les années 1920 avec la fondation de l'American Stock Exchange. La lutte permanente entre haussiers et baissiers rendait Wall Street très dangereux et tous les 20 ans, la rue était envahie par des investisseurs pris de panique à la suite d'un krach au niveau des cours, conduisant parfois jusqu'à la fermeture. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale entraînera une telle panique que le marché restera fermé 4 mois. En 1832, un simple mécanisme allait déclencher une véritable révolution. L'invention du télégraphe allait permettre l'abolition des distances dans la diffusion de l'information. Dans le monde de la finance où l'information est vitale, le télégraphe devenait une sorte de messie. Samuel Morse, son inventeur, avait installé sa boutique de démonstration à proximité de la bourse et facturait 5 cents la visite au courtier. Quelque temps plus tard, Wall Street était devenu un enchevêtrement de fils télégraphiques. Cette invention permit à New York de devenir la capitale financière en éliminant les bourses régionales. New York devint ainsi le marché à lui seul. Si on avait auparavant une douzaine de bourses régionales, par exemple à Albany ou à Buffalo, une fois le télégraphe installé dans ces localités, le marché boursier disparut. Le ticket télégraphique fut l'innovation suivante. En 1867, le signal télégraphique était imprimé sur une étroite bande de papier et l'information était ainsi relayée en 1 minute dans tout le pays. Pour la première fois, des gens qui n'appartenaient pas au monde de la finance pouvaient savoir de quoi ils retournaient. Le 8 juillet 1889, autre événement, la première édition du Wall Street Journal, son prix 2 cents. Charles Down et Edward Jones ouvraient ainsi la voie du journalisme financier. Le fait le plus populaire en était l'index quotidien de 12 valeurs connu sous le nom de Dow Jones Industrial Average. En analysant les performances de sociétés clés à l'image d'American Sugar, US Rubber ou General Electric, le Dow devint le baromètre du marché. Ça donnait d'un seul coup un sens à ce qui était perçu auparavant comme le chaos. Dans la confusion quotidienne, hausse d'un huitième, baisse d'un quart, difficile de savoir où l'action en était exactement. L'arrivée de cet indice allait permettre d'un coup d'œil de sentir la tendance à long terme et de ne pas être perturbé par les données court terme. Cet ensemble d'innovations furent autant d'outils qui permirent l'ouverture du marché de la bourse au grand public.
L'homme le plus puissant des États-Unis fut le fils d'un banquier connu qui restera dans l'histoire comme le roi des fusions-acquisitions. Son nom, J.P. Morgan. Morgan réussit à rassembler des centaines de petites sociétés de chemin de fer d'une côte à l'autre, jusqu'à la gigantesque fusion de 1901 qui permit à 9 sociétés d'unir leurs forces sous une entité unique, US Steel. Il s'agissait là du premier groupement professionnel pesant au-delà du milliard de dollars, avec une action si solide qu'elle fit grimper l'indice de 500%. J.P. Morgan était un homme sévère, au comportement autocratique, qui ne jouait jamais et ne travaillait que sur les secteurs clés. Pour protéger ses clients, il s'investissait lui-même dans chaque société qu'il créait. Il vous vendait la sécurité sous forme d'actions de société de chemin de fer. Et si la société connaissait une difficulté, il faisait le nécessaire pour y remédier. Il ne vous aurait jamais dit « c'est comme ça, vous avez acheté et donc vous avez pris un risque ». Il disait plutôt tout le contraire « faisons tout pour que la situation revienne à la normale ». Morgan contrôlait 341 sièges de conseil d'administration et plus d'une centaine de sociétés. Et si les investisseurs respectaient Morgan, le grand public, lui, ne l'aimait pas. Son monopoly sur le chemin de fer eut pour conséquence de faire grimper les prix du transport et il se mit à dos les paysans. Morgan était par ailleurs opposé aux syndicats et favorable au travail des enfants. Certains disaient qu'il avait trop de pouvoir, qu'il exerçait une influence trop importante sur l'industrie. D'aucuns disaient également qu'au lieu de travailler pour l'Amérique, il travaillait pour lui-même. Bien, je pense qu'il s'agit d'une mauvaise interprétation, mais on a souvent vu les Américains très suspicieux à l'égard de la concentration du pouvoir financier. Le président Teddy Roosevelt eut recours à des lois antitrust pour briser une partie de l'empire Morgan. Mais à sa mort, en 1913, on lui organisa des funérailles dignes d'un roi, et la bourse fut fermée pendant 2 heures au moment où son cortège funèbre passait devant. Sa mort reçut un traitement digne des plus grands. En d'autres mots, funérailles somptuaires, couverture de journaux à travers le monde, éditoriaux dithyrambiques, l'un écrivant Délivrance, le monstre est mort. Le second écrivant L'âge d'or est révolu, trouvons-lui un successeur. Mais il n'y en avait pas d'autre. Si généreux. Juste lui. Certains le haïssaient tellement que sa société fut la cible d'un attentat terroriste 7 ans après sa mort. Le 20 septembre 1920, un break bourré d'explosifs tua 30 personnes et en blessa une centaine d'autres. Les entrées de la société et de la bourse étaient jonchées de corps. Le crime ne fut jamais élucidé. Wall Street se remit de l'attentat de 1920, mais d'autres chocs allaient survenir, du boom économique le plus important au krach le plus destructeur. L'Amérique n'avait rien vu de semblable au sortir de la victoire de la Première Guerre mondiale. Les usines tournaient à plein, les familles jetaient l'argent par les fenêtres. Les choses changeaient, tout allait de mieux en mieux. Vous aviez le cinéma, le phonographe, vous vous deviez d'acheter une voiture. En 1920, le New York Stock Exchange, institution privée, faisait bien plus impression qu'un certain nombre de ministères. Ayant abandonné son immeuble fin de siècle pour en construire un bien plus important, elle donnait une impression de puissance. La salle des marchés était gigantesque. Chaque action faisant l'objet d'une cotation séparée par compartiment. Un compartiment pour l'acier, un autre pour les chemins de fer. Les courtiers, devenus des spécialistes, contrôlaient les flux. Tandis qu'à chaque transaction, les employés transmettaient par pneumatique à la salle de transcription télégraphique où les claviers crépitaient pour diffuser les nouvelles du monde.
En ces années 1920, la bourse était devenue synonyme de prestige et de puissance. J'avais 16 ans en 1926 quand, en sortant de l'école, j'ai débuté à la bourse comme chasseur. C'était une période très débridée, extrêmement vivante et pleine de bons moments. Boursicoter était devenu une sorte de sport national. Les Américains achetèrent des millions de postes radio et les actions des sociétés qui les fabriquaient. Les voitures devenaient à la mode, alors leurs actions aussi. Entre 1924 et 1925, le Dow Jones Industrial Average fit une croissance de plus de 300%. Le marché était plein de gens qui ne connaissaient rien à la bourse, à l'exception du fait qu'ils allaient très vite faire de l'argent. Certains courtiers indélicats en profitèrent pour pousser des investisseurs sur des valeurs un peu bancales. Plein de gens étaient prêts à croire ce qu'on leur disait, et plein d'autres avaient avantage à leur dire que telle société ou telle action allait grimper au ciel. Encore plus dangereux, beaucoup commencèrent à acheter à crédit sous forme d'achat à découvert. Si vous étiez bon client, on vous autorisait une couverture à 10%. C'est-à-dire que pour une valeur cotée $100, vous placiez $10. La valeur des $90 restants servait de garantie. L'usage inconsidéré du crédit, ajouté à l'incroyable expansion du prix des actions, permit à certains de créer de véritables fortunes, tant que les choses allaient dans le bon sens. En 1926, l'agent de change Charles Merrill Lynch envoya cependant un avertissement sans frais à ses clients. C'est le moment de solder vos dettes, s'il n'y a pas urgence à solder vos positions. Néanmoins, je vous mets en garde. Compte tenu du niveau élevé du marché, profitez-en pour mettre de l'ordre dans vos portefeuilles. Charles Merrill. Octobre 1929. Le désastre s'abat sur Wall Street. La réaction de certains clients lâchant de gros paquets d'actions provoqua un véritable effondrement des cours, entraînant une véritable explosion du système des ventes à découvert. Les courtiers furent contraints d'appeler leurs clients à couvrir leurs positions avec de l'argent frais. C'était là le véritable risque de ce marché. L'écroulement du prix ne permet plus de couvrir le différentiel entre la couverture et la valeur de l'action. Seul moyen d'y remédier, couvrir sa position en espèces. Le 24 octobre, il y eut des milliers d'investisseurs incapables de couvrir leur position à l'ouverture de la bourse. La cloche retentit à 10 heures et la liquidation démarrait. Ça a commencé comme d'habitude, une journée active et presque aussitôt le pire. Vraiment le pire. Soudain, c'était une frénésie à la vente et en face, il n'y avait personne pour acheter. C'était tout bonnement hallucinant. Les opérations à découvert qui avaient aidé le marché à se développer étaient en train de l'avaler à la même vitesse qu'un virus. Le déséquilibre entre vendeurs et acheteurs provoqua l'effondrement des cours, forçant les positions à découvert et les autres à la liquidation. C'était un véritable effet de cascade. En d'autres mots, un effet boule de neige, une vente poussant une autre, et personne ne voyait le fond. Les uns hurlaient, d'autres gémissaient. C'était devenu une maison de fous, indestructible et surtout incontrôlable. Ce jour-là, il s'est vendu tellement de titres dans un temps record que les télégraphes crépitaient encore 4 heures après la séance. Des milliers d'investisseurs envahirent le quartier à la quête désespérée d'informations. Et soudain, l'espoir. Richard Whitney, le vice-président de la bourse, sortant d'une réunion avec un groupe de banquiers parmi les plus influents, arpentait le plancher.
Allant droit au compartiment US Steel, il lâcha US Steel. Combien? Réponse, $200. Ok, j'achète 10 000 titres à 200. Et là, un cri jaillit. Les gros sont de retour. Ils vont nous sauver. Whitney acheta en quelques minutes pour 20 millions de dollars. C'était un signe fort pour le marché. Reprise, résistance, espoir. N'oubliez pas que les gens ont vu le marché taillé en pièces en quelques instants. Et là, au milieu, un type se dresse courageusement. En fait, Whitney n'était pas en train de sauver le marché. Il allait plutôt l'affoler, les banques en profitant pour vendre dans de meilleures conditions. Son action d'éclat eut pour l'effet d'enrayer la panique momentanément. Mais la frénésie à la baisse allait reprendre la semaine suivante et cela s'est poursuivi pendant 3 ans. Un vrai coup d'assommoir. General Electric plongeant de 1612 à 154 $ par action. General Motors de 1075 à 40 $. L'indice Dow Jones Industrial Average chuta de 89%. 72 milliards de dollars envolés, partis en fumée. Et ceux qui avaient épargné toute leur vie furent ruinés dans l'écroulement de Wall Street. Plus rien, le néant, zéro. Un investisseur à 500 $ qui disposait de 15 000 $ la veille se retrouvait à zéro. Les économistes soutiennent que le krach lui-même n'est pourtant pas le seul responsable de la crise qui suivit. Mais le grand public, lui, a banni Wall Street. La panique a tellement effrayé de gens qu'ils ont stoppé net leurs achats. Et l'économie a marqué le pas. Le krach a révélé les défaillances de ce marché boursier américain. Avec une nation en ruine, le gouvernement fédéral allait imposer des changements radicaux dans la conduite des marchés. Moi, Franklin Delano Roosevelt, je jure solennellement d'exécuter ma mission de président des États-Unis et de consacrer le meilleur de mon attention à la préservation, la protection et la défense de la Constitution des États-Unis. Puisse Dieu me venir en aide. Notre grande nation a enduré. Élu en 1932 sur son programme réformateur, Franklin Roosevelt, dans son tout premier discours, visait explicitement le marché boursier. Il doit y avoir une stricte supervision de toutes les opérations de banque, de crédit et d'investissement. Il faut mettre un terme à la spéculation avec l'argent des autres. Le président ordonna la fermeture de Wall Street pour 1 semaine dès le 2e jour de sa prise de fonction. Puis il fit passer au Congrès un train de mesures financières jamais édictées auparavant. Les banques avaient désormais interdiction de spéculer. Les courtiers devaient faire comme si l'argent de leurs clients était le leur. Et les sociétés offrant des actions au public devaient s'engager à publier des bilans financiers annuels auprès du gouvernement. Le niveau d'information disponible est devenu tel qu'aussi bien les institutionnels que les particuliers se sont mis à penser qu'ils pouvaient acheter des actions, en se disant maintenant, nous disposons d'informations fiables, on ne peut guère se faire gruger. Et Wall Street a cessé d'être le panier de crabes et de bandits qu'il était. C'est devenu un marché assaini. Richard Whitney, devenu entre-temps président de la Bourse, se mit à tempêter contre les nouvelles mesures en disant que le marché était assez grand pour faire la police lui-même. Mais rien n'arrêta les actions de régulation mises en place. Roosevelt créa la SEC, commission en charge de sécuriser les échanges. Son premier président, Joseph Kennedy, incita plus de 300 personnes à quitter la place. Mais la seule figure emblématique qui fut réellement inquiétée et jetée en prison, ce fut Richard Whitney, convaincu de détournement de fonds. Ainsi, l'homme qui avait soutenu le marché au plus fort de la tempête fut enfermé pour 3 ans à Sing Sing.
Durant les années 30 et 40, le marché assaini s'assoupit et le grand public en resta fort éloigné. Des milliers de salariés avaient perdu confiance dans le papier et s'en étaient allés. Plus personne n'y croyait vraiment. Les gens pensaient davantage à faire quelque chose de beaucoup plus concret pour gagner leur vie. Durant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement réinjecta plus d'argent dans l'économie que la bourse. Le marché en représentait à peine 20%. Mais Wall Street fut néanmoins le témoin d'un événement historique. Les femmes, qui travaillaient habituellement au back-office, firent leur entrée à la corbeille, mettant fin à une tradition masculine vieille de 150 ans. Et la seule contribution de la bourse à la victoire, ce fut la montagne de confettis issue des téléstripteurs qui accueillirent les boys à leur retour. Le baby-boom marqua un redémarrage de l'économie américaine. Mais à la différence des années 20, il fut marqué par une période d'investissement et non de spéculation. L'un des leaders du marché fut Charles Merrill Lynch, qui ouvrit des centaines de succursales dans les banlieues. Toute l'atmosphère avait changé. Les agents de change, autrefois réservés aux gens louches ou aux gros bonnets, voyaient arriver les gens de la classe moyenne. Et Merrill Lynch n'hésitait pas à dire « Aujourd'hui, nos clients sont des GI avec leurs femmes, 3 enfants et une Chevrolet. » Et chacun voulait sa part d'action, sa part de l'Amérique. Merrill Lynch offrit des possibilités d'investissement aux femmes, allant même jusqu'à implanter un bureau à la gare centrale de New York. Les gens en correspondance pouvaient s'arrêter pour examiner les possibilités d'investissement. Une de leurs innovations, ce fut les rapports spécialisés qu'ils donnaient à leurs clients ou futurs clients, en leur disant « Voilà, on s'est renseigné, on pense que cette société vaut la peine. » Avec le retour des investisseurs, le marché finit par rebondir. En 1954, le Dow Jones Industrial Average franchit à nouveau la barre des 300 points, son niveau des années 20. L'une des plus importantes innovations des années 50 ne vint pas de Wall Street, mais d'une université située à 900 km. Harry Markowitz, économiste de l'Université de Chicago, développa la théorie de diversification des placements. Son idée consistait à investir sur un panier de valeurs, au lieu d'une seule, pour réduire le risque de faillite. Ce que Markowitz disait, c'est « Placez votre argent dans différentes choses et tout ira bien. Bien sûr, vous ne serez jamais au plus haut, mais pas davantage au plus bas. » Le concept de portefeuille diversifié est le type même d'investissement actuel. Mais dans les années 50, c'était tellement novateur que Markowitz reçut le Nobel de l'économie. Dans la décade qui suivit, il y eut des renversements de marché, notamment pendant les années Kennedy, avec la guerre du Vietnam, dans les années 70, avec l'embargo de l'OPEC sur le pétrole et ses conséquences à la pompe pour l'Américain moyen. Mais l'événement le plus dramatique depuis le krach de 29 n'allait pas tarder à survenir, l'arrivée de l'ordinateur. Dans les années 60, Wall Street fut confronté à un mouvement de panique à cause de la profusion des ordres, émanant des fonds de pension notamment. Imaginez 11 millions d'actions échangées par jour et traitées manuellement.
Vous aviez sur les bureaux des piles et des piles de papier et des employés passaient leur temps à les remuer. Pas surprenant qu'avec un tel volume, on aille droit à la crise. Pour les courtiers, l'augmentation du volume était terrifiante. Des employés à bout de nerfs n'arrivaient pas à équilibrer leurs comptes. La bourse dut fermer le mercredi pour leur permettre de rattraper le retard. Les employés auraient pu travailler 24 heures sur 24. Ils ne seraient pas rentrés chez eux pendant des semaines. À son plus haut, en 1968, l'avalanche de papier déclencha une crise de cash flow dévastatrice qui entraîna la faillite d'environ une centaine de maisons de courtage. L'ordinateur vint à la rescousse. Grâce à leur rapidité dans le traitement des échanges, depuis 1970, les ordinateurs assuraient différents aspects du travail. Ils servaient notamment au courtage des petites transactions évitant les problèmes de délai d'acheminement. Les ordinateurs avaient déjà amélioré la capacité du marché à absorber le volume grandissant de transactions. Mais l'ordinateur avait aussi son revers, qui contribua largement au jour le plus noir de l'histoire de la bourse. Le 19 octobre 1987, le marché s'effondra sans qu'il soit possible d'intervenir. Les ordinateurs avaient été programmés pour réagir très rapidement en cas de franchissement d'un seuil à la baisse. Vous appuyez juste sur un bouton et c'est vendu. L'ordre est transmis d'un ordinateur à un autre et ainsi de suite. Que se passe-t-il si le volume s'emballe? Plus personne ne peut intervenir. Le Dow Jones fit une plongée de 508 points, 23% de perte. Les courtiers retinrent la leçon et le New York Stock Exchange fit installer des coupes-circuits pour réguler le marché en cas de fluctuation de plus de 50 points. Ceci pour prévenir de nouveaux désastres. Le rôle de ces ordinateurs avait placé le marché à la croisée des chemins. Avec l'arrivée du Nasdaq en 1971, mise en place par le National Association of Securities Dealers, ce système rapide et d'un coût dérisoire permettait d'effectuer des transactions sans avoir besoin d'être l'un en face de l'autre. Le Nasdaq permit de connecter les maisons de courtage à travers le monde entier. Qu'a-t-on fait? On a remplacé tous ces gens rassemblés dans la salle du marché par différentes personnes, à des endroits différents, dans la rue, au bureau, et qui échangeaient au travers de cette boîte. Et tout le monde avait accès à ce qui se passait au même moment. L'écran interactif du Nasdaq, ce sont 2 colonnes par action. D'un côté, une liste de courtiers qui achètent pour leurs clients avec le prix qu'ils sont prêts à payer. De l'autre, la liste de ceux qui vendent, avec le prix demandé. Le Nasdaq a d'abord été réservé aux petites sociétés américaines de haute technologie, mais le succès phénoménal a fini par inquiéter quelques observateurs sur le futur du New York Stock Exchange avec ses blue chips cotés de manière traditionnelle. Et certains économistes de l'époque avaient pressenti à juste raison que les jours du parquet étaient comptés. Nous avions toujours besoin d'un lieu centralisateur. La question c'est, a-t-il besoin d'être physiquement à Wall Street? À mon sens, l'avancée de la technologie est telle que nous pouvons aujourd'hui nous contenter d'une batterie d'écrans d'ordinateur. Les officiels du New York Stock Exchange plaident en faveur du maintien en l'état. Mais le plus important, c'est le rôle des 450 spécialistes du marché qui arbitrent entre 900 courtiers.
Ils achètent et vendent quelquefois pour eux-mêmes et assurent le fonctionnement du marché en période de crise. Même si le futur appartient aux ordinateurs et aux acteurs traditionnels, ou les deux à la fois, le poids des valeurs boursières semble prendre un rôle déterminant dans la marche de l'économie. Les grandes tendances boursières font le tour du monde 24 heures sur 24. Des États-Unis en passant par Tokyo, l'Europe et retour aux USA. Aux États-Unis, les valeurs boursières génèrent 10 milliards de dollars de nouveau capital chaque année. L'argent investi dans les nouvelles sociétés aide les autres à grandir. La bourse, c'est là où le capital vient s'investir pour créer du capital.